Eh bien, merci de votre présence, merci au Point Culture et merci particulièrement à Pierre Eptine pour cette invitation. Alors effectivement, moi je vais vous parler des relations entre les artistes et la vidéosurveillance, mais pour comprendre ces différentes modalités d'action et d'interaction, il faut aussi revenir à l'histoire du regard, parce que pour comprendre le regard numérique, il faut aussi s'interroger sur la place du regard dans l'histoire de l'art et comprendre tous ces enjeux. Alors pour cela, on va revenir juste sur quelques œuvres pour vous montrer par exemple que vers 1510, Jan Provos présente une scène chrétienne qui est assez chargée, mais dans laquelle vous distinguez très nettement un œil bien ouvert en fait tout en haut de la composition. Et ce tableau nous rappelle que voir sans être vu, c'était jadis un attribut de Dieu, c'était son privilège. Alors ça a été analysé de manière très approfondie par le psychanalyste Gérard Wachman dans son livre qui s'appelle L'œil absolu, dans lequel il s'interroge justement sur les relations entre le regard et le pouvoir. Et ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que dans l'évolution de l'histoire, et de l'histoire de l'art et de l'histoire du regard, il faut aussi passer par l'architecture et se rappeler qu'avant la Renaissance, la fenêtre de l'architecture était très très haut placée dans la plupart des bâtiments parce que c'était des fenêtres qui n'étaient pas faites pour voir. Elles avaient un rôle hygiéniste, elles laissaient passer l'air ou elles laissaient passer la lumière, mais en tout cas, elles n'étaient pas faites pour admirer la vue et il a fallu attendre la perspective pour que l'homme devienne en fait maître de son regard, qu'il puisse conquérir l'espace par le regard. Et donc, avant la Renaissance, cette architecture présentait des fenêtres qui étaient faites pour ne pas voir. Alors, du regard sur la fenêtre au regard par la fenêtre, c'est l'extraordinaire exploit d'athlétisme de la pensée qu'accomplit l'invention de la perspective au début du Quattrocento. Donc, Gérard Wachman analyse cette fois-ci l'importance de la fenêtre et du regard pour la construction de la pensée occidentale dans la perspective, dans son ouvrage consacré justement à la fenêtre et au regard. Et donc, on remarque que l'homme de la Renaissance s'est affranchi de la vigilance divine en projetant son regard autonome sur des fenêtres qui s'ouvraient vers l'infini devant lui. C'est-à-dire qu'il y a eu une émancipation. L'homme était vu par Dieu, c'était juste, en fait, il y avait déjà un déséquilibre du regard, et donc à la Renaissance, l'homme s'est approprié le regard et il s'est projeté et il a construit en fait son appropriation de l'espace par la construction de la perspective. Ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que ce sont les pouvoirs terrestres, démocratiques et éclairés qui cherchent à s'emparer du regard absolu. Voir et pouvoir font plus que consonner. Et Gérard Wachman ajoute, le pouvoir implique d'être maître du regard. Donc, dès la construction de la pensée occidentale, on s'aperçoit qu'il y a des enjeux absolument importants sur les relations entre voir et pouvoir. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que, en fait, c'est ce qui a déclenché le début de ma recherche sur les caméras de surveillance, c'est qu'on remarque aujourd'hui qu'en fait, on a tout perdu. On s'était émancipé de cette vigilance divine. On s'était émancipé de cela par la construction, par l'appropriation de la perspective, mais aujourd'hui, l'homme a perdu son émancipation visuelle qui était acquise en partie par le tableau de la Renaissance, qui est lui-même considéré comme une fenêtre ouverte sur le monde. Et donc l'homme hypermoderne, l'homme actuel, se retrouve dans le champ des webcams ou des caméras de surveillance et est ainsi redevenu la proie d'un regard qui est non plus divin, mais électronique et profane. Et George Orwell, dès la moitié du XXe siècle, avait déjà prédit cette importance en fait du regard qui allait produire un univers coercitif et qui allait enfermer l'homme. Donc en fin de compte, on a été longtemps assujetti au regard de Dieu, on a réussi à s'émanciper par la perspective et aujourd'hui, l'homme redevient la proie de ce regard de ce regard numérique lié à la vidéosurveillance. Alors, les grands penseurs ou les éléments fondamentaux de ces relations entre le voir et pouvoir sont justement le panoptique de Jérémy Bentham, qui est un type d'architecture carcérale qui avait été donc imaginé par ce philosophe utilitariste à la fin du XVIIIe siècle. Alors, le principe du panoptique est assez simple.
L'objectif de cette structure panoptique est de permettre à un individu qui est placé au centre du schéma que vous voyez donc ici. Et donc cet individu est logé dans une tour centrale et donc il peut observer tous les prisonniers qui sont disposés de manière périphérique autour de lui, ces prisonniers qui sont enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour sans que ceux-ci puissent voir s'ils sont observés ou non. Alors, Michel Foucault s'est intéressé de très près en 1975 au panoptique de Jérémy Bentham dans son essai donc Naissance de la prison, surveiller et punir, que moi donc j'ai repris en surveiller et sourire puisque je me suis aperçu que les artistes faisaient complètement évoluer ce concept. Et dans cet essai, il analyse donc de manière très précise les relations entre voir et pouvoir. Michel Foucault a observé que les prisonniers du panoptique imaginés par Jérémy Bentham, ne sachant pas s'ils étaient observés ou non par les surveillants, modifiaient leur attitude et devenaient plus dociles face à ce sentiment d'omniscience invisible. Et donc, à l'instar du panoptique, l'individu hypermoderne, donc l'individu qui vit dans cette hypermodernité qui est marquée par cette omniprésence des technologies et de ce regard numérique, eh bien cet individu hypermoderne se retrouve assujetti à une vigilance numérique dont les modalités de réception se situent dans un ailleurs inatteignable et tenu secret. Il ne sait si les surveillants le guettent en permanence et cette potentialité d'observation par écran interposé est susceptible de modifier son comportement en le rendant notamment conforme aux attentes d'une société de contrôle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un dispositif extrêmement coercitif au niveau du regard, qui est en train de se mettre en place et qui se rejoue à l'échelle de la planète Terre sur le principe du panoptique, avec le fait qu'on ne sait pas aujourd'hui si on est surveillé ou non. Et donc la question qui se pose, c'est, étant donné que les prisonniers observés dans les prisons par Michel Foucault modifiaient leur comportement, y a-t-il des enjeux aussi comportementaux par le fait que nous sommes surveillés sans savoir à quel moment nous sommes surveillés ou non et par qui nous sommes surveillés? Alors, il est aussi important d'associer la construction du regard numérique avec ce qui se passe dans les faits politiques marquants, et les attentats du 11 septembre 2001 ont fini par consacrer l'ère de la surveillance généralisée. Donc, ce qui est important aussi de voir, c'est que les caméras de surveillance, qui ont donc une législation à tonalité sécuritaire, se développent à chaque attentat, et on a donc une réaction sécuritaire qui fait que ce maillage devient de plus en plus serré à chaque fois qu'il y a des attentats qui se produisent, quelle que soit la ville ou le pays. Donc, la vidéosurveillance ou vidéoprotection sont donc parfois désignés par le sigle anglais, donc CCTV, Closed Circuit Television, est un système de caméras et de transmission d'images disposé dans un espace public ou privé pour le surveiller à distance. Et on peut remarquer aujourd'hui que ces caméras numériques ayant remplacé les caméras analogiques, elles peuvent être couplées à des logiciels perfectionnés qui les connectent à des bases de données personnelles, notamment celles des passeports biométriques délivrés depuis 2009 et dont la photographie numérique est compatible avec ces modalités de contrôle. Donc l'enjeu de la société est extrêmement important et c'est donc évident que les artistes vont s'y intéresser de près. On peut encore remarquer au passage que il y a, avant les interventions artistiques, des collectifs qui se mettent en place pour essayer d'attirer le regard sur ce maillage qui est en train de se construire et d'alerter, si je puis dire, sur cette émancipation, ou en tout cas cette généralisation de la vidéosurveillance. En France, il y a donc le prix des Big Brother Awards, et dont les gagnants se voient décerner un prix Orwell lors d'une Orwell Party. Alors, par exemple, en France, le prix Orwell Novlangue 2012 a été décerné à Brice Hortefeux, qui était ministre de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy, pour l'utilisation de son terme vidéoprotection à la place de vidéosurveillance. Un petit glissement sémantique qui n'est pas du tout anodin et qui nous explique qu'il y a une forme de simplification de la langue destinée à rendre impossible l'expression des idées subversives et qui évite toute formulation de critique de l'État. Alors,
face à ce développement extrêmement rapide de la vidéosurveillance dans la société, on a d'abord vu arriver un mouvement dit artiviste, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont mobilisées d'un point de vue artistique, mais qui s'engagent aussi sur la scène politique. Et donc ce mouvement, depuis les années 90, interroge les possibles entre art et politique dans notre société. Les artivistes créent et s'engagent dans un contexte particulier, celui d'un monde où la chute du mur de Berlin a fait entrer le libéralisme dans une phase achevée de globalisation, puisqu'on ne peut pas aborder la vidéosurveillance en dehors de la globalisation, en fait, qui permet aussi à des artistes de tous les pays d'intervenir pour pouvoir justement essayer de mieux comprendre ce système. Une exposition très importante s'appelait Control Space, et peu après donc les attentats du World Trade Center, cette exposition qui s'est tenue au Centre d'art et de technologie des médias de Karlsruhe en Allemagne attestait de l'extrême richesse des relations entre art contemporain et vidéosurveillance. Donc les choses se sont développées très rapidement à partir de la fin des années 90. Les attentats du 11 septembre ont fait exploser le nombre de caméras et donc les artistes se sont mis aussitôt à réagir face à cette situation. Donc dès la fin des années 90, on voit fleurir en fait au sens propre et des représentations de caméras dans l'espace urbain surveillé. Et donc, à partir de là, je vais vous présenter des démarches d'artistes qui ont cherché le moyen d'attirer notre regard, comme disait Pierre Reptine tout à l'heure, sur ce qu'on ne voit pas, puisque le principe de ces caméras, c'est d'être discrète. Et en écrivant ce livre et en faisant mes recherches, ce que j'ai commencé à faire, c'est déjà de me constituer un corpus. Donc, j'ai cherché partout quels étaient les artistes qui intervenaient, si possible, in situ, c'est-à-dire dans l'espace urbain, avec des vraies caméras de surveillance. Et puis, j'ai commencé à faire une espèce de typologie, un classement. Et je me suis donc rendu compte, dans un premier temps, que cette dialectique entre la visibilité et l'invisibilité numérique était au cœur d'une première série d'interventions des artistes. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que les artistes interviennent parfois de manière minimaliste, donc comme ce Stéphanois Hawk, qui juste vient poser un petit espace de texte derrière le dos des caméras, et donc en disant qu'il y a un espace de liberté ici, en fait, cet artiste nous rappelle que le regard numérique de la vidéosurveillance a des similitudes avec le regard numérique humain. Si vous êtes en train de me regarder ou de regarder les images qui sont là, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière vous. Si moi je vous regarde, je ne vois pas les images. Et donc le regard humain a une particularité, c'est qu'on n'a pas les yeux derrière la tête et qu'on ne voit le monde que d'un seul point de vue à la fois. Il y a une analogie entre le regard humain, le regard aussi unidirectionnel de la perspective, la photographie s'est construite aussi sur cet espace unique, et la vidéosurveillance joue aussi sur cette espèce cette construction du regard unidirectionnel, si ce n'est que la caméra enregistre, et donc on verra qu'il y a aussi un rapport au temps qui a intéressé les artistes. Et donc en mettant ce petit espace ici, cet artiste nous montre bien qu'il y a des failles, il y a des trous de regard dans les caméras de surveillance, parce qu'elles sont construites comme le regard humain, d'une seule direction à la fois. Alors, dans vidéosurveillance, bien évidemment, engage un voir. Mais ce voir désigne d'abord un appareil technique, la caméra vidéo, qui suppose elle-même une série de relais de transmission pour montrer ce qui doit être vu. Donc, le critique d'art Christophe Kim rappelle que donc celui qui veille exclusivement va donc regarder celui qui est veillé, et c'est un des termes de la proposition hiérarchique. Donc il y a une hiérarchie du regard entre celui qui voit et celui qui est surveillé, et celui qui est surveillé ne voit pas et ne se voit pas. Alors, cette dialectique du regard se retrouve dans plein d'interventions. Ces petites affiches que l'on met quand on perd un chat, un chien ou un objet dans la rue, eh bien, on va avoir de manière assez étonnante des petites affiches qui nous disent la caméra est perdue. Et bien sûr, les artistes vont attirer notre regard sur ces caméras qui cherchent à rester très très discrètes dans l'espace public. Alors,
parmi les premiers artistes à s'intéresser en fait à la vidéosurveillance, Banksy a été un des premiers qui s'y est intéressé, peut-être justement parce qu'on ne sait toujours pas, il y a toujours une légende autour de l'identité de Banksy, mais on sait en tout cas que c'est un artiste britannique et que la ville de Londres a été une ville extrêmement réactive sur l'implantation des caméras. Donc ce que font ces artistes et ce qu'a fait Banksy ici, c'est d'intervenir directement dans l'espace urbain en dessinant en fait le corps d'une autruche sous la caméra de surveillance, l'autruche étant bien sûr un animal qui va se mettre la tête dans le sable pour ne pas vouloir voir. Donc il y a bien cette espèce aussi d'analogie entre le comportement de l'animal et ce qui se passe dans l'espace vidéo surveillé urbain. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui interviennent directement dans la rue. Pourquoi ? Parce que la sociologue Muriel Horry constate que les caméras sont bien acceptées dans les endroits anxiogènes, par exemple comme les parkings souterrains. Mais elles sont fortement contestées dans la rue. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue historique, la rue est un lieu emblématique de manifestation, de revendication, d'espace de liberté. Et donc, les personnes ne supportent pas ou difficilement les caméras dans la rue parce que c'est une intrusion à un espace de liberté. Alors, Banksy intervient donc directement dans les rues et on voit ici que en 2008, il a représenté une fresque avec un petit garçon qui est en train d'inscrire cette phrase extrêmement lisible en lettres majuscules, donc One Nation Under CCTV, et il y a une mise en abîme avec ce personnage que vous voyez sur la gauche qui lui-même photographie ce petit garçon en train d'inscrire cette scène. Alors, Christophe Kim rappelle que dans surveillance, le préfixe sur vaut à la fois comme une marque intensive et locative. Il y a renforcement de la veille et affirmation d'une position de supériorité. Alors, ce que l'on voit en fait dans la fresque de Banksy, qui a été peinte dans le champ d'une caméra de surveillance, c'est que cette phrase rappelle en fait le serment d'allégeance que les jeunes Américains vont scander face au drapeau des États-Unis. On voit d'ailleurs que les couleurs de la fresque sont des couleurs bleues, blanches et rouges. Donc on a vraiment aussi des couleurs qui sont ancrées dans cette connotation à la nation. Et donc ce serment d'allégeance nous dit « Je jure allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'il représente, une nation unie sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. » Et si on regarde attentivement, on voit que le cycle CCTV a subrepticement remplacé le mot de Dieu dans la fresque de Banksy, peinte aux couleurs patriotiques du drapeau national américain. Et donc cette fusion ou cette confusion lexicale entre les regards divins et numériques atteste du passage d'une surveillance céleste à une surveillance numérique. On peut constater en fait aujourd'hui qu'on a un Dieu hyper moderne qui gère la circulation du regard à chaque intersection de notre univers contrôlé. Et les artistes ont tout de suite repris cette relation entre le voir et le pouvoir en essayant justement de montrer quels sont les enjeux de ces interventions. Alors sur un quartier d'un mur de Marble Arch, Banksy a poché en 2004 cette phrase « Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder ?» C'est quand même la question qui est inhérente à la vidéosurveillance. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir que les artistes, pour nous permettre de regarder le nombre de caméras, je ne suis pas sûre quand vous vous promenez dans les rues que vous comptiez les caméras à chaque fois que vous vous baladez sur les trottoirs, mais elles sont là. Et donc, ce que les artistes font, c'est qu'ils utilisent en fait une méta-perturbation textuelle. Au lieu d'intervenir directement sur la caméra, Banksy va pocher son texte dans le champ de la caméra, ce qui fait que par un ricochet de regard, on arrive sur la caméra. Puisque cette phrase, elle s'adresse à qui? Il y a quand même déjà aussi une ambiguïté. Elle s'adresse à nous qui nous baladons dans la rue,
Donc effectivement, qu'est-ce que tu regardes? Bah du coup, bah oui, qu'est-ce que je regarde? Donc comme je ne comprends pas ce que je regarde, eh bien je cherche et du coup, en regardant la phrase, je rebondis visuellement sur la caméra. Ah oui, c'est donc ça qu'il faut regarder. Et donc ce qu'il faut regarder, c'est que la caméra est en train de regarder. Et donc ces interventions par rebond, si je puis dire, nous permettent en fait de dévoiler les motivations de cette société sécuritaire et voyeuriste. Alors Banksy précise dans une de ses interviews qu'il déteste quand les gens disent que si on n'a rien fait de mal, alors on n'a rien à cacher. C'est l'argument principal des gens qui sont plutôt favorables à la vidéosurveillance ou vidéoprotection. Mais Banksy nous affirme qu'on a tous quelque chose à cacher, ou alors c'est qu'on a vraiment un problème. Donc, cette méta-perturbation textuelle se retrouve aussi dans les interventions d'un autre artiste qui s'appelle Mobstre, qui lui va reprendre le principe de Banksy en nous proposant une intervention sur, pas très loin de la caméra, mais la flèche est très explicite et elle nous permet en fait de nous dire qu'on est en mesure de repérer en fait cette caméra par le fait de lire le texte dans l'espace urbain. Alors, ces interventions de jeu de cache-cache, en fait, avec les caméras, vont prendre plusieurs formes. Ce même artiste Mobstre va réaliser des caméras factices qu'il a attachées en 2009, 4 fausses caméras de surveillance, elles-mêmes recouvertes d'écorce sur le tronc d'un arbre de Newcastle. Et donc, en fait, on voit que les artistes vont intervenir sur cette dialectique de visibilité en essayant de construire donc des fausses caméras qui vont nous rappeler qu'il faut aussi, de temps en temps, regarder les vrais. Et puis ces interventions sont multiples. En Italie, donc tous les pays s'y mettent, les artistes de tous les pays s'y mettent, puisque forcément tout le monde est concerné, si je puis dire, par cette expansion des caméras. Donc Fra Bianco-Schoch est un artiste qui intervient à la fois dans l'espace urbain et de manière très diversifiée. Et donc ici, dans son projet qu'il a baptisé Contrôle des contrôleurs, Fra Bianco-Schoch a installé en 2012 des tests optométriques qui vont emprunter l'aspect des planches qui sont utilisées dans les cabinets d'ophtalmologie. Alors, d'un point de vue médical, le soin accordé à ce regard numérique n'est pas sans évoquer le fameux glissement sémantique de vidéosurveillance en vidéoprotection. Donc, cette évolution lexicale affaiblit pernicieusement toute velléité donc, de contestation envers l'État censé protéger les citoyens. Mais ce qui est intéressant dans la démarche de Fra Bianco-Schoch, c'est que donc il place son panneau dans le champ de la caméra en disant « Est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu es sûr de bien y voir? Est-ce que c'est bien précis? Est-ce qu'il faut en fait accommoder ton regard pour être sûr que tu vois bien ?» Et donc on s'aperçoit que la vidéoprotection est tout à fait aussi dans l'air du temps, pas forcément des contestations, mais en tout cas d'une mise au point qui est proposée en fait par ces artistes. Alors, on a aussi des expériences de tourisme visuel, si je puis dire, et Renaud Auguste Dormeuil est un artiste français qui a travaillé beaucoup sur les caméras de surveillance parisiennes. Et lui, il a donc parodié le tourisme de masse avec son Mabus Paris Visit Tour. Il se propose donc il a conçu un circuit de tourisme visuel ironique et paranoïaque organisé dans 4 arrondissements de Paris. Le public est installé pendant 1 heure à bord d'un minibus accompagné d'une hôtesse censée commenter la vidéosurveillance sous un angle touristique. Au cours du circuit, le groupe passe dans le champ de quelques 63 caméras parisiennes. Dans le circuit, vous pouvez aussi découvrir l'emplacement de près d'une centaine de caméras. Et le logotype du Mabuse Paris Visit Tour est reproduit aux couleurs républicaines de la carrosserie. Et à la fin de la conférence, il passe aussi par le centre de police qui permet normalement de discuter avec les protagonismes du circuit. Mais au bout de 2 ou 3 visites, les policiers ont dit qu'ils en avaient assez d'être interrogés là-dessus. Donc ça s'est plutôt arrêté, quoi. Alors, on est passé de l'Italie, on revient en France. On s'aperçoit qu'en
Espagne, par exemple, le collectif Lus Interruptus, face à la vague de caméras qui a submergé Madrid, a proposé au moment de Noël de mettre des petits bonnets de Père Noël sur les caméras. Ce qui est intéressant, c'est que le Père Noël, il est complètement ancré dans la dialectique de la visibilité et de l'invisibilité, puisqu'en fait, on ne sait jamais à quel moment il passe, les enfants dorment, on l'a vu, on l'a pas vu, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on a bien aussi cet enjeu de visibilité autour du Père Noël qui est rappelé par ces artistes. Alors, d'autres démarches vont être tout à fait étonnantes. Et donc, Michèle Théran, elle, est venue à Bruxelles en 2003 lors du festival Argos. Alors, peut-être que parmi vous, certaines personnes étaient là. Il suffisait en fait de suivre l'artiste qui était habillée un peu comme une itinérante avec son chariot. Et elle avait donc son bras droit équipé d'un scanner vidéo pour intercepter des images de caméras de surveillance. Et lorsque la bande Wi-Fi était repérée, les spectateurs qui la suivent pouvaient donc observer ce qui se passait dans la rue. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a donc sur son chariot la possibilité donc d'intervenir. Et ce que fait Michèle Théran, c'est qu'elle fait redescendre au niveau de l'échange de regards urbains dans la rue la vidéosurveillance qui normalement n'est pas accessible. Donc il y a ici une redistribution ou un rééquilibrage, si vous voulez, du regard avec ces personnes qui vont donc intervenir et regarder ce qui se passe dans la rue. Et donc vous avez en fait un accès direct aux personnes, donc aux caméras de surveillance qui sont hackées en public et que vous pouvez intervenir. Donc cette démarche permet de faire redescendre au regard de tous le point de vue privilégié des caméras qui normalement n'est absolument pas accessible. Dans d'autres démarches, Manu Lutsch a fait une performance qui consistait à délimiter par une ligne blanche. Vous devinez certainement ce qu'elle a voulu délimiter. En fait, elle a souhaité délimiter le fameux périmètre visuel des caméras autour du Parlement du Royaume-Uni à Londres, qui est en fait extrêmement surveillé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette démarche minimaliste est très forte, puisqu'en fait, cette bande blanche, qui rappelle d'ailleurs parfois le contour des cadavres des personnes qui meurent dans l'espace public, donc il y a aussi une connotation assez morbide à ça, mais en tout cas, avec cette bande blanche, Manu Lutsch nous dit « Ah, attention, là, tu franchis la ligne », tu rentres dans un espace vidéosurveillé. Alors que quand vous vous promenez sur les trottoirs de la ville, vous ne savez jamais à quel moment vous sortez du périmètre du champ d'une caméra pour rentrer dans le périmètre d'une autre caméra. Et donc, cette intervention artistique nous rappelle en fait que nous sommes aujourd'hui dans une réalité qui est augmentée, mais nous ne savons pas. Comme on revient au panoptique de Bentham, et bien en fait, on ne sait pas à quel moment on est surveillé ou pas, on ne sait pas à quel moment on entre ou on sort de ce périmètre. Donc ici, cette intervention visuelle nous permet juste de comprendre, ou en tout cas de matérialiser par le regard, notre transposition ou notre passage d'un espace surveillé à un autre. Alors, toutes ces démarches sont bien sûr ancrées sur le jeu de regard. Désirée Palmen est une artiste qui a décidé d'intervenir en 2001 dans sa ville de Rotterdam au moment où les caméras de surveillance ont été installées. Et donc ce qu'a fait Désirée Palmen, c'est qu'elle a dit « je refuse d'être vue quand je vais acheter mon pain, quand je passe à la poste, etc. » Donc elle a conçu des tenues de camouflage en fonction du point de vue de la caméra de surveillance. Donc ce que fait ici Désirée Palmen dans son passage piéton, elle est en tenue de camouflage, mais ce qui est intéressant, c'est que le point de vue de la photographie correspond au point de vue de la caméra qui la surveille. Et donc, elles se font visuellement dans les rayures de la signalétique urbaine. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'elles travaillent sur le camouflage, donc sur l'effacement ou la disparition, pour mieux encore attirer notre attention sur ce regard. Désirée Palmen a travaillé dans différentes villes, dont à Jérusalem, qui est une ville qui ne plaisante pas avec la vidéo de surveillance. Et donc, elle a réalisé aussi différentes interventions. Alors, vous voyez que suivant le contexte, le moment où la prise de vue s'est faite, on peut avoir à gauche un contexte beaucoup plus sécuritaire, alors qu'à droite, ce n'est pas forcément le cas. Mais dans une interview,
Désiré Palmen nous dit « À Jérusalem, j'ai retrouvé cette confiance exacerbée dans la vidéosurveillance qui caractérise notre société occidentale. Je m'intéresse aux espaces publics et à leurs règles cachées. » Donc Désiré Palmen perturbe les frontières entre le monde et le sujet. Son intervention brouille au passage les limites entre réalité et réalité augmentée. Ce que Manu Lutsch tout à l'heure voulait justement nous montrer avec cette ligne blanche qui était posée au sol. Alors, la plupart des artistes dont je vous parle interviennent dans la rue, dans le champ des caméras de surveillance. Mais d'autres ont réalisé quelques interventions en installant des caméras de surveillance dans des espaces qui sont aussi publics, mais comment dire, beaucoup plus discrets, comme des centres d'art ou des centres d'exposition. Et donc Sylvain Vriens a réalisé en 2008 une œuvre qui s'appelle « Je suis toujours ici ». Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a ici un décalage ubiquitaire perçu entre le réel et sa captation numérique. Et il instaure en fait une béance entre ces deux éléments qui perd le spectateur. Alors le principe est simple. En fait, la caméra est cachée dans la pièce et donc les personnes qui entrent dans la pièce et qui se tournent vers l'écran et qui repèrent qu'il y a une caméra, ces personnes-là vont s'effacer de l'écran. Alors, donc vous voyez que la personne est visible, elle se tourne, elle repère la caméra et hop, elle s'efface. En perturbant les repères liés à la perception du visible, Sylvain Vriens instaure un doute face à notre appropriation de la réalité. Et donc, il teste la crédibilité du panoptique tout en mettant en évidence l'une de ses principales caractéristiques. Le spectateur, ayant conscience de sa propre filature, n'intéresse pas le regard numérique de la vidéosurveillance. C'est-à-dire qu'un surveillé averti n'en vaut aucun. On n'a pas ce principe nous montre qu'à partir du moment où on sait qu'on est observé, eh bien, on disparaît puisque on n'est pas pris en compte par la vidéosurveillance. Alors, toutes ces démarches qui joue sur la visibilité et l'invisibilité, se retrouve aussi dans des espaces publics qui sont aussi les musées. Et justement, Banksy, qui n'est jamais à un paradoxe près, qui est un artiste qui s'est violemment opposé à la vidéosurveillance, ou en tout cas qui a créé des œuvres qui permettaient de réfléchir de manière extrêmement forte et tendue sur la vidéosurveillance, utilise pour son propre travail artistique la vidéosurveillance des musées, puisque vous savez peut-être qu'une des activités dont raffole Banksy, c'est de se glisser anonymement dans la plupart des très grands musées nationaux ou internationaux. Donc il a souvent un chapeau, il a son manteau, il est non reconnaissable, mais il se glisse dans les musées non pas pour dérober des tableaux, mais pour accrocher les siens. Donc du coup, sa démarche n'est visible que par les caméras de surveillance qui sont là. Et ce que l'on peut remarquer, c'est dans la légende, donc ici ça se passe à la Tate Gallery de Londres, durée 2h30 à cause d'une colle de mauvaise qualité. Donc le principe de durée de vie d'une œuvre d'art se retrouve ici assujetti à la qualité de la colle qu'il a utilisée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces démarches muséales, Banksy récupère les bandes de caméras de surveillance comme preuve de ses interventions, et dans la plupart des livres qui ont été publiés sur sa démarche, on retrouve ces fameuses images de caméras de surveillance dans son espace. Banksy donc intervient lui-même dans le champ des caméras et dans les musées. Mais ce qu'il fait aussi, c'est qu'il va récupérer des vieilles toiles dans les brocantes, dans les salles des ventes, et il va repeindre dessus en y insérant de manière assez anachronique et décalée des caméras de surveillance. Alors, il nous montre bien aussi souvent l'exagération ou la limite dénoncée souvent par Laurent Mukeli, par exemple, du fait que certaines municipalités rurales se sont incitées à mettre des caméras de surveillance dans des espaces qui ne sont pas forcément ni anxiogènes ni liés à la violence. On peut quand même remarquer qu'en allemand et en anglais, regarder signifie se protéger, être sur ses gardes, vérifier en fait quelles sont les menaces. Et on est toujours dans ces relations assez intéressantes entre le voir et le pouvoir.
Alors, dans mes recherches sur les caméras de surveillance, je suis aussi tombée sur l'intervention de Francis Alice en 2004, qui a créé une œuvre en collaboration avec la National Gallery de Londres et qui a utilisé la vidéosurveillance à la fois comme médium et terrain de jeu de cache-cache. Donc, le principe de l'intervention consistait à enfermer un renard toute la nuit dans le musée, comme seul spectateur possible. Et donc, cette intervention s'appelait Ronde de nuit, en hommage à l'univers pictural de Rembrandt. Et donc, ce renard est passé dans les différentes salles d'exposition du musée au cours du 7 avril 2004. Alors, en Belgique, je ne sais pas si vous connaissez la comptine du renard qui passe, mais bon, en France, elle est assez connue par des enfants. Donc, c'est un jeu de cache-cache où, en fait, on est sans arrêt en train de fermer et d'ouvrir les yeux. Et donc, ce renard qui passe est allé dans toutes les salles du musée et 20 caméras ont filmé ses pérégrinations. Alors, l'œuvre finale d'une durée de 16 minutes a été présentée sur une vingtaine d'écrans de contrôle. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les artistes comme Banksy ou comme Francis Alice récupèrent les écrans de contrôle ou récupèrent les images de la caméra de surveillance pour attester de leur œuvre. Et donc, vous pouviez regarder le renard qui passait d'une pièce à l'autre en même temps qu'il passait d'un écran à l'autre, en fait, sur ce projet. Donc, je vous en montre un tout petit extrait. Alors, ce que l'on voit quand même ici, et ça va amener la partie suivante, c'est que ces artistes, ici, utilisent la vidéosurveillance comme un médium à part entière de leur travail. Alors ça m'a quand même interrogée. Je vais avancer un petit peu, peut-être, pour vous montrer. Vous le voyez, ce petit renard? Alors bien sûr, il y a plein de problématiques qui reviennent là-dessus, puisque le renard devient un spectateur qui ne regarde rien, bien sûr, il ne regarde pas les tableaux, mais d'un autre côté, il est vu par tous ces portraits, par tous ces personnages peints, c'est eux qui regardent le renard qui se balade la nuit tout seul dans le musée. Donc en fin de compte, on a un échange de regards, et tout ça est repris par toutes les caméras de surveillance. Alors, c'est fascinant, on pourrait le regarder 20 minutes, mais je pense qu'on va passer. Hein. Donc, on a dans le corpus que j'ai construit, je me suis donc aperçue que beaucoup d'artistes utilisaient donc leurs interventions pour dénoncer ou contester le fait que les caméras de surveillance sont implantées de manière trop discrète dans l'espace public. Et puis, je me suis rendu compte aussi que certains artistes utilisaient cette caractéristique assez étonnante du regard numérique de la vidéosurveillance, qui est un regard donc qui enregistre tout en continu, qui est construit de manière unidirectionnelle comme le regard de la perspective, mais qui enregistre tout. Et donc ce rapport au temps devient aussi extrêmement intéressant. Et donc quelques artistes ont réussi à s'en servir. Alors, un même artiste peut aussi faire évoluer son travail de la contestation à l'appropriation esthétique du regard numérique de la vidéosurveillance, et c'est le cas de Michael Wolff, qui lui s'est intéressé à l'enregistrement des Google Cars, puisqu'en 2007, Google Street View, qui est un site complémentaire de Google Maps et de Google Earth, offre à tout un chacun la possibilité d'arpenter virtuellement les rues de la plupart des villes du monde entier. Donc ces images sont prises par des voitures qui sont équipées de caméras qui circulent dans l'espace public. Alors ces images sont controversées pour leur atteinte potentielle à la vie privée, mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que depuis 2011, il y a pratiquement un archivage de toutes les rues européennes et, au-delà des frontières de l'Europe, qui est terminé, à l'instar du monde entier, confirmant en fait la vanité de Google à tout enregistrer et donc à tout voir et tout savoir. Le maillage coercitif par les Google Cars est factuel. On a maintenant une possibilité de voir ce qui se passe partout. Donc Michael Wolff a commencé en fait sa série, puisqu'il a passé des heures à regarder des images de Google Street View sur son ordinateur, et il a fait une série qui s'appelle Fuck You,
donc le nom est explicite, hein, où il a repéré ces fameux gestes de contestation faits par des anonymes. Alors, il y en a comme toutes les séries que l'on voit, cette série s'inscrit dans la lignée de la contestation à l'omnivoyance, de la vidéosurveillance, dans ce monde qui se généralise. Donc, toute la série consiste à repérer les fuck you du monde entier par rapport au Google Car. Et puis, je me suis aperçue que cet artiste glissait vers autre chose et il passait de la contestation à l'appropriation beaucoup plus esthétique ou narrative des caméras de surveillance. Il a donc fait évoluer sa position et en 2010, il s'est lancé dans un autre projet qui s'appelle Street View. Et il s'est lancé non pas à la conquête de l'espace, mais de l'instant. Puisque Michael Wolff est donc un artiste qui ne se balade pas dans la rue, qui reste devant son ordinateur et qui passe son temps à regarder des heures et des heures d'images de Google Street View jusqu'à ce qu'il repère quelque chose qui l'intéresse. Et donc là, il va faire une capture d'écran de l'image de son ordinateur. Alors, ce que vous remarquez, c'est qu'il y a donc un nom de rue, qu'il y a une flèche. Alors, si c'est un couple illégitime, bah, tant pis pour lui. Mais en tout cas, il va réussir à capter devant son ordinateur ces images. Alors, il y a une qualité esthétique et plastique indéniable de ces images où on conjugue en fait cette histoire de flèche, d'appropriation de l'espace avec ces personnages qui sont pris dans le champ des caméras. Alors, ce qu'ils récupèrent simplement, ce sont des gens qui ont été là au moment où la Google Car est passée près d'eux. Alors, Michael Wolff a fait une mise au point que je trouve très intéressante sur ces images, puisqu'on lui a tout de suite dit « Ah oui, mais vous êtes dans la contestation des caméras de surveillance ». Il a dit « Cette série a beaucoup été commentée à tort, je trouve, comme une critique de la vie privée menacée par Street View. Ce n'est pas mon propos. Je me suis au contraire intéressée aux possibilités narratives, aux fragments de corps, aux petites scènes intimes ou accidentelles qui dégagent un certain mystère, une équivoque, comme dans Blow Up d'Antonioni, où à partir d'un détail d'une image, on reconstruit une image. J'envisage ce travail comme de multiples propositions de scénarios que le spectateur invente. Donc là, on commence à basculer sur autre chose. En fait, dans ce matériau énorme, dans ce médium de flow et de flux de caméras, eh bien, il essaye de trouver des petites cachettes temporelles qui vont servir de catalyseur à des histoires que l'on pourrait se raconter. Donc, on est vraiment sur une approche quasi esthétique et narrative de la vidéo de surveillance. Là, on n'est plus dans la contestation. Alors, d'autres artistes vont utiliser ce flux et ce médium de la caméra de surveillance en lien avec le temps, comme William Betts, qui lui a suivi une double formation d'informaticien et d'artiste, et qui a donc développé lui-même dans son atelier de Houston un logiciel qui lui permet de transposer picturalement les pixels d'un support iconique à l'aide de cette machine que je vous montre, équipée d'un bras mobile. Donc le principe est simple, il rentre des images sur son ordinateur et la machine va transcoder un pixel en un point de peinture qui sera posé. Et William Betts s'est intéressé aux images issues de la caméra surveillance qui ont cet affichage de chiffres qui nous montre bien que la caméra de surveillance est un enregistrement du temps qui va donc évoluer à la seconde près. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que donc il va reprendre ces tableaux avec cet affichage digital, mais en les peignant. Ce qui fait que dans une exposition de William Betts, par exemple ici, vous êtes dans une salle d'exposition, vous avez ces images picturales, ces peintures qui sont accrochées au mur comme la plupart des tableaux, et ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'il y a toujours cet affichage digital qui est peint et qui donc est complètement décalé par rapport au fait que la peinture n'a pas besoin d'être affichée à la seconde près. Donc il y a une confrontation entre le médium de l'image numérique et le support pictural de la toile. Alors, dans le principe des artistes informaticiens, Stanza, comme William Betts, fabrique ses propres logiciels numériques et lui va fabriquer des paysages de temps qui se présentent sous la forme de tirages photographiques de grand format, chacun étant composé de milliers d'images issues de la vidéosurveillance, capturées et retravaillées par un logiciel informatique. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une transposition
d'un mélange d'un seul point de vue de caméra, mais à différents instants. Et donc, chaque timescape, perçu pendant une durée déterminée et selon un point de vue unique, offre une visualisation de la compression du temps. Alors là encore, d'un point de vue esthétique, c'est tout à fait intéressant. Donc, suivant l'enregistrement, selon la durée de leur matériau, qui n'est autre que le temps d'enregistrement, 1 heure, 1 jour ou 1 semaine, eh bien, on aura un timescape plus ou moins dense, puisqu'il y aura, si le temps d'enregistrement est très long, eh bien, on aura un maillage beaucoup plus serré. Et donc, il va montrer cette captation du temps, des instants, sous l'œil numérique de la caméra de surveillance. Alors, on voit qu'il y a une volonté ici à s'approprier l'image de la caméra de surveillance de manière beaucoup plus esthétique, en fait. Et donc, il réduit la fluidité de Chronos en une image fixe, juxtaposant sur sa seule surface plane le collage de milliers de moments différents, issus de l'unique point de vue de la caméra de surveillance. Alors, il a travaillé de 2 manières. Soit une seule caméra et brassage d'instants selon le même point de vue, ou alors, dans sa série sur les villes de Londres, il a fait le contraire. Il a pris un même moment, mais embrassant les points de vue des centaines de caméras qui sont au même moment en train de filmer la ville de Londres. Et là, il en fait un brassage ubiquitaire où vous pouvez avoir une vue complète de ce qui se passe dans la ville de Londres, embrassant tous les points de vue possibles. Alors, ces œuvres peuvent être soit retransposées en photographie, soit être mises aussi en forme vidéographique évolutive qui laisse percevoir l'enregistrement de la ville comme une entité physique en mouvement. Ce qui est intéressant avec cet artiste, c'est que l'on perçoit le pouls de la ville et que l'on voit, en fait, on comprend ou on prend conscience visuellement que la réalité n'est pas fixe, mais que c'est un flux qui ne cesse d'évoluer. Donc, cette œuvre est aussi accessible par voie numérique directe grâce à un logiciel qui offre à chaque internaute un accès en temps réel à l'œuvre en train de se faire. Dans la version Internet, vous aurez des points qui s'animent à certains endroits de la toile numérique, associés à l'écran de l'ordinateur, au gré des événements qui sont captés ou pas par la vidéosurveillance. Alors, dans ce registre aussi esthétique, David Rockby a réalisé une image qui s'appelle donc une machine pour prendre le temps ou une machine pour prendre son temps. Il a été invité au Centre d'art contemporain de Oakville Gallery en Ontario et le lieu lui a commandé une œuvre à partir de cette caméra qui est fixée sur le toit du centre d'art et la caméra balaye l'espace du jardin toujours selon le même principe. Alors, dans la même lignée que ce que font Betts ou Stanza, Rockby a donc enregistré pendant 1 an tout ce que la caméra a filmé. Ensuite, il a mixé ça également dans un logiciel informatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait varier les saisons. Et donc, vous avez une continuité du balayage de l'espace du jardin, si ce n'est que vous passez de l'hiver à l'été, vous repassez sur la neige, vous voyez la lumière. Donc, il a interverti des moments de saison différents. On a une continuité du balayage du regard avec une discontinuité du temps qui est marqué par la végétation différente. Alors, on comprend bien que tous ces artistes-là vont utiliser la caméra de surveillance comme un médium, comme un matériau, comme un potentiel esthétique, et je crois qu'on en est tout simplement au début, en fait, de ce qui peut être expérimenté dans ce domaine-là. Et dans le dernier volet de ma typologie, je me suis donc rendu compte que les artistes au départ jouaient sur cette volonté de dénoncer l'emplacement des caméras, que les artistes ont utilisé les caméras, et en tout cas le médium de la vidéosurveillance de manière beaucoup plus esthétique. Et puis, il y a une série d'artistes qui ont décidé d'en rire, de jouer, en fait, en essayant de montrer que l'humour pouvait être plus efficace que le côté agressif ou contestataire de la caméra de surveillance. Alors justement, dans le côté agressif et contestataire, suivant le jeu, il y a un jeu qui a été tout à fait contre-productif. À la suite des attentats manqués de la gare de Bonn fin 2012, le ministre de l'Intérieur allemand avait proposé de renforcer
renforcer le parc de caméras de surveillance de la ville. Donc c'est toujours le même schéma. Un attentat, un renforcement sécuritaire, une réaction artistique ou artiviste en lien avec ce schéma. Et donc les membres du collectif Game Over, principalement marginaux, graffeurs, assez jeunes et dynamiques, ont lancé un jeu réalité numérique proposant aux participants volontaires de détruire les caméras urbaines et de poster sur Internet la vidéo attestant de leur exploit. Il fallait la preuve par l'image, hein. Alors, ce que l'on peut voir, c'est que les photos des Game Over ont été reprises par le street art aussi en pochoir, puisqu'en fait, il y a eu une revendication très forte dans ce domaine-là. Alors, pour participer au jeu, c'est simple, il suffisait de se constituer un groupe avec un nom qui commence par commando, brigade ou je ne sais quoi. Les jeunes membres du collectif Game Over s'inscrivent dans un contexte plus large de la multiplication de mise en scène ou en prise de risque sous forme de défis à relever. Alors ça rappelle aussi le jeu des Neck Nominations que l'on trouve de manière virale sur les réseaux sociaux. La preuve par l'image confirme la bravoure des plus forts aux yeux des plus jeunes. Alors, à chaque caméra détruite, on gagne des points ou des points bonus et les points sont doublés en fonction de l'originalité du mode de destruction. Alors, on peut rester cagoulé ou se mettre à découvert, mais dans tous les cas, la danse vandale est filmée et postée sur le site Game Over. Objectif, détruire le plus de caméras possible avant le congrès européen de la police qui s'est tenu le 19 février 2013 à Berlin. Alors, le résultat de tout ça est complètement contre-productif, puisque les gens affolés par ces types cagoulés en train de casser tout dans la rue demandent quoi ? Plus de caméras pour se protéger de ça. Et donc, certains artistes se sont dit, non, ça le fait pas, on peut pas fonctionner comme ça, puisqu'on tombe dans un système qui n'a pas de sortie. Alors, on a vu arriver, face à ces jeux plutôt violents en tout cas, des démarches beaucoup plus poétiques et humoristiques, comme celle, par exemple, de Michael Ebling, qui est bénévole pour un collectif qui s'appelle AK Vorat. C'est un groupe local qui bien sûr s'oppose aux caméras de surveillance, mais de manière beaucoup plus douce. Donc le principe est de se déguiser en caméra de surveillance à l'aide d'une poubelle ou des matériaux de récupération. Et donc Michael Ebling, qui est donc affublé, c'est lui qui est dans la caméra, il va donc suivre des gens comme la caméra, sans rien dire, mais il va donc être discret, et il va suivre la caméra dans l'espace urbain. Mais ce que l'on voit ici, c'est que le fait que ce soit un homme déguisé en caméra qui suive des personnes sans rien dire, ça fait là aussi descendre le regard numérique dans la rue, au même niveau que tout le monde. Alors, qu'est-ce que font les passants ? Ils finissent par se retourner, finissent par rigoler, finissent par essayer de discuter avec lui. Et là, du coup, ils prennent conscience qu'il y a interaction possible que parce qu'il y a un humain caché là-dessous. Et donc, ce sont toutes ces questions-là et ces démarches beaucoup plus douces, en fait, qui fonctionnent le mieux par rapport à la réception du public. Derrière la caméra, il y a un petit texte qui est écrit « Existe-t-il un endroit pour être tranquille ?» Donc la question est là pour faire réfléchir les gens. Et donc à l'opposé de la violence destructrice du collectif Game Over, eh bien ce collectif permet un échange relationnel et donc il y a une interaction possible et donc une possibilité pour la personne qui est dans la rue de pouvoir jouer un rôle en étant reconnue en tant que telle. Alors ces démarches plutôt souples et ludiques vont jusqu'à fêter le 100e anniversaire de George Orwell. Donc le collectif néerlandais Front 404 a décidé de décorer d'un chapeau les caméras de surveillance de la ville d'Utrecht en 2013 pour fêter l'anniversaire d'Orwell. On voit qu'il y a de nombreux créateurs qui s'éloignent de ces processus d'approche de la vidéosurveillance et qui l'abordent donc sous un angle essentiellement ludique. Alors, en créant la surprise, en transformant en fait le théâtre des opérations en terrain de jeu et en désarmant par le rire. Donc, l'idée forte de ces artistes, c'est d'utiliser le rire pour être le plus crédible et accessible possible. Alors,
ce que l'on remarque aussi, c'est qu'il y a, certains artistes ont repéré des analogies entre la forme de la caméra de surveillance et celle des oiseaux. Ces volatiles qui vont observer les passants en plongée, comme les caméras, et qui vont aussi surveiller si on ne laisse pas des miettes derrière nous, alors que la caméra aussi cherche à traquer toutes les traces que l'on a derrière nous. Alors, le collectif donc de Front 404 va aussi intervenir sur ces caméras qui sont donc couplées. Donc on a une espèce d'être hybride, hein, moitié numérique, moitié animal. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, ils l'ont testé en dehors de la rue, mais ils ont aussi décidé d'installer donc le collectif dans la rue. Donc, le principe consistait à transformer les caméras du centre-ville, donc situées dans le sud d'Amsterdam, en oiseaux. Donc, vous voyez la tête de ces volatiles qui va essayer de balayer et de trouver le regard des personnes. Alors, ces dispositifs de contrôle agissent comme des oiseaux qui cherchent à traquer nos traces et nos empreintes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, il y a des personnes qui vont essayer de regarder les caméras. Et donc, en observant ces caméras transformées en oiseaux, il y a aussi à la fois un côté anxiogène, certes, mais aussi un côté ludique qui fait qu'on arrive à essayer d'en rire, ou en tout cas, on repère davantage la caméra. Alors, ces artistes vont sensibiliser l'opinion publique sous un mode humoristique et ludique, en mettant en évidence les analogies qui peuvent exister entre ces deux espèces biologiques et biométriques. Alors, bien sûr qu'on a des connotations hitchcockiennes ou foucaldiennes avec ces robots aviaires, mais ça donne quand même une espèce de fantaisie dans l'espace public. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire que suite à cette expérience, les images ont été récupérées à l'intérieur et vous avez les mamans oiseaux qui vont donner à manger à leurs petits. Mais quelle est la nourriture? Ce sont les images des gens qui ont été capturés par la caméra. Donc ici, on a un renversement des rôles avec les personnages qui ont été filmés, qui se retrouvent de l'autre côté de la cage et qui se voient en train d'être donnés comme nourriture aux petits. Et donc ici, on a une mise en scène ludique et absurde qui interroge la frontière entre les espaces libres et les espaces contrôlés. Alors, dans toutes ces démarches artistiques, il y a bien sûr le collectif des surveillance caméra players, qui sont des artivistes américains, qui ont monté ce qu'on peut appeler un véritable théâtre de vue. Alors, depuis 1990, ils montent des pièces de théâtre jouées in situ, dans la rue, dans le champ des caméras de surveillance. Alors, leur répertoire va de Ubu Roi à George Orwell. Hein. Donc, entre Orwell et Alfred Jarry, on voit bien le ton de leurs interventions. Chaque scène commence par la formule « Nous savons que vous nous regardez ». Alors, le théâtre des surveillance caméra players soulève un questionnement sur la place de l'acteur et du spectateur. Alors, les membres du collectif peuvent intervenir seuls. Alors, le principe rappelle les cartels du cinéma muet. Donc, ils sont quelques-uns à transporter leurs affiches directement dans le champ des caméras. Et ce qui est indiqué, souvent c'est des petits schémas grossiers ou du texte qui nous dit « Tu as bien vu que je suis en train de faire mes courses, tu vois bien que je suis en train de manger quelque chose ». Donc, on a en fait cette interpellation du regard par le texte. Et donc, le 4 mai 2002, Bill Bond, qui est un des membres du collectif, a décidé de jouer une pièce qui s'appelle Amnesia, donc sur l'amnésie, sur un trottoir de Times Square à New York. Alors, le principe est simple, l'acteur est en scène, face au champ de la caméra, il a ses panneaux, il va multiplier en fait les panneaux en abîme, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de faire descendre le regard numérique de la vidéosurveillance au niveau de la rue, puisque ce qui se passe, c'est que des gens vont passer à côté de lui,
regarder, c'est un peu comme le méta-contrôle que l'on a vu tout à l'heure, regarde ce qui se passe sur le panneau en disant mais que fait ce type dans la rue? Du coup, ils vont tourner le regard et s'apercevoir qu'il y a la caméra qui est en train de les filmer et du coup, il y a une prise de conscience puisque les gens qui marchaient tranquillement dans la rue à côté de lui se disent ah ben oui, du coup, moi aussi je fais partie de la pièce, moi aussi je fais partie du jeu. Et donc, cet artivisme théâtral régule de façon équitable le partage du visible en esquissant une ébauche de construction identitaire, puisqu'en fait, chacun peut observer à nouveau qu'il est perçu dans le regard de l'autre. Et Nicole Aubert nous dit que être, c'est être perçu. Je ne suis rien si l'autre ne me perçoit pas. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ces jeux orchestrés par ce théâtre de vue, c'est que sans intégrer la présence de ces dispositifs qui le surveillent, il n'y a aucune possibilité pour le sujet de se considérer en tant que tel. Si je ne sais pas que je suis surveillé, je ne peux pas jouer un rôle. Et Erwin Goffman, qui est donc un sociologue de l'école de Chicago, nous le dit bien dans le côté interactionniste. Dans la société, je suis toujours en train de jouer un rôle dès que je m'adresse à quelqu'un. Et en prenant conscience que je joue un rôle, je m'affirme en tant que sujet. Or, si dans la rue, je ne sais pas que je suis surveillée, je ne peux pas jouer le rôle, et donc je suis objectivée. Je suis un objet, mais je ne suis pas un sujet. Donc, ces jeux de théâtre de rue sont à prendre au sérieux, puisqu'en fait, ils nous montrent en fait qu'on est dans un questionnement identitaire extrêmement fort. Alors, les surveillance caméra players ne jouent pas n'importe où, dans le champ des caméras, et ils ont aussi repris les caméras qui sont associées à une église, en reprenant des panneaux sur lesquels on peut lire « Pourquoi mettre des caméras? Dieu ne voit-il pas tout ?» Donc on rejoint ici ce que je vous disais tout au début de la conférence, c'est qu'il y a une volonté de vouloir s'émanciper à nouveau de ce regard paternaliste et divin. Et divin. Et donc, il refuse d'être placé sous la coupe d'un contrôle vertical, divin, paternaliste ou politique. Les surveillances caméra players revendiquent pleinement le rétablissement d'un échange basé sur la réciprocité du regard. Alors, pour terminer, je vous présente aussi quelques jeux de séduction, puisque je me suis aperçue que ça allait jusque-là dans le rapport des jeux à la vidéo de surveillance. Alors ici, au départ, on se dit, est-ce qu'il y a une séduction possible entre le sujet et la vidéosurveillance? A priori, non. Mais on voit même que la marque Louis Vuitton a installé des caméras de surveillance dans ses vitrines pour nous montrer en fait focaliser sur l'attrait des éléments qui seront posés. Et puis, un artiste comme Jill Walker a aussi déplacé ça dans des jeux de séduction à connotation plutôt sexuelle. Donc, dans ce pole dancing de Sexy CCTV, il a conçu des robots à échelle humaine à l'aide d'objets recyclés et il les a mis en scène. Et donc, en fait, il s'agit de 2 robots danseurs qui entourent un disque jockey qui est réalisé à l'échelle humaine et commandé par ordinateur avec des petits moteurs d'essuie-glace. Donc, il y a un côté un peu bricolage dans son histoire, mais qui est assez intéressant. Ce qui fait que les robots sont installés dans l'espace public, mais il y a, il a vidé la tête de la caméra de son dispositif d'enregistrement pour y installer une luminosité extrêmement forte. Donc du coup, on a une inversion des regards. Nous, quand on regarde, on est confronté au voyeurisme de ces robots danseurs qui eux-mêmes nous éclairent en retour. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a toujours un lien entre la vidéosurveillance et la lumière, puisque des sociologues comme Laurent Mucchielli dit que dans certains endroits, si les rues étaient correctement éclairées, il n'y aurait peut-être pas besoin non plus d'autant aussi de caméras de surveillance. En tout cas, selon l'artiste, la luminosité des rues parvient tout aussi efficacement que la vidéosurveillance à réduire le taux de criminalité dans les villes, d'où l'association de l'une et de l'autre. Alors, dans cette démarche, je me suis aperçue qu'une artiste avait réussi aussi à travailler la vidéosurveillance sous un angle intimiste et romantique. Jill Magid élabore des interactions avec la vidéosurveillance par écran superposé. Vêtue d'un vêtement rouge bien visible,
Cette artiste américaine a passé 31 jours à Liverpool, une des villes britanniques les plus contrôlées par des caméras, suite à des débordements notamment répétés de ses supporters de football. Dans le sillage de son intervention à Amsterdam, elle va donc s'installer dans la ville de Liverpool et se faire filmer par les 200 caméras de la ville, où on la repère à chaque fois avec son manteau rouge. Alors en Grande-Bretagne, en l'absence d'une demande de récupération, les images de contrôle ne sont conservées que 31 jours avant d'être effacées des fichiers numériques de la police. D'où l'idée de l'artiste d'intervenir 31 jours dans la ville. Une loi britannique précise que si un individu accepte de remplir un formulaire administratif et demande l'accès à ces images, tout en indiquant ce qu'il faisait dans le champ visuel des caméras et en envoyant une photographie personnelle accompagnée de la somme de 10 livres, la police est contrainte de conserver ces preuves visuelles pendant 7 années dans un fichier spécifique nommé Evidence Locker, d'où le titre de l'œuvre de Jill Majid. Et donc, elle a fait tout le processus et elle a donc décidé d'écrire aux surveillants pour réclamer ces images. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a rédigé ces lettres comme des lettres à un amant, à un amoureux, donc cher surveillant, et elle lui explique avec beaucoup de détails assez sensuels ou intimes où elle était, ce qu'elle faisait. Et donc, c'est une artiste qui, elle, va non pas utiliser la caméra de surveillance comme un médium à part entière, mais elle va jouer sur l'interaction entre le surveillant et le surveillé. C'est ça son terrain d'étude artistique. Et elle est allée aussi plus loin en se fermant les yeux. Et je lui ai demandé ce qu'elle avait. Donc, elle a un téléphone portable avec ses oreillettes, que son téléphone est dans son manteau. Et elle est donc juste guidée par la voix du surveillant, qui est au courant du dispositif, et qui va la déplacer d'un espace à l'autre. Alors là, pour le coup, on est bien dans la vidéoprotection. Et donc, elle se déplace dans la ville où il lui dit « Attention, ne traverse pas ». C'est comme une aide à quelqu'un qui serait aveugle ou malvoyant. Et donc, elle a réussi son parcours dans un espèce de Colin-Maillard engagé avec la police de Liverpool. Et elle est donc à la fois dans l'espace du jeu et dans le monde réel. Et loin de la victimisation de chaque citoyen potentiellement victime d'un Big Brother numérique, l'artiste expérimente des relations possibles avec le dispositif du contrôle qu'elle utilise comme un élément créatif à part entière. En dehors de toute contestation, elle découvre de nouveaux contextes relationnels offerts par la vidéosurveillance et explore des modalités inédites de construction de soi. Alors, son travail a été restitué en fait en 2004 lors de la biennale de la Tate Moderne à Liverpool, et donc sous forme de vidéos projetées en grand format. Et donc, face à ces images, eh bien, tout un chacun pouvait s'identifier à la surveillée qui est devenue une héroïne différenciée de la masse par la mise en scène d'une autofiction hautement contrôlée. Alors pour conclure, en fait, on peut imaginer ou en tout cas constater que ces dispositifs de contrôle sont aptes à dédoubler la réalité. Et la richesse du regard des artistes porté sur la vidéo de surveillance, c'est en fait est liée au fait que ces artistes nous offrent de nouvelles façons de voir. Et l'enjeu est énorme, puisque sans rentrer sur un terrain sociologique qui n'est pas le mien, de manière très ponctuelle, je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous pouvez surveiller votre enfant en lui mettant un vêtement qui est géolocalisable, donc vous pouvez surveiller un tout petit qui va à l'école. Alors, est-ce qu'on va vivre dans un monde où les parents qui refuseront de géolocaliser leur enfant ne seront considérés comme des mauvais parents? Il y a des enjeux sociologiques absolument énormes à la vidéosurveillance liés au regard. Vous pouvez géolocaliser, bien sûr, votre ado, après l'avoir prévenu ou pas. Donc là, il y a aussi toute la série, par exemple, comme Black Mirror, qui intervient aussi sur ces enjeux de société qui sont soulevés par les artistes liés au regard, mais qui sont tout à fait importantes. Vous pouvez bien sûr géolocaliser votre amoureux ou votre amoureuse en l'informant ou pas, la plupart du temps non. Et ce que j'ai trouvé aussi dans ces publicités, qui est quand même très
très intéressante, c'est que toutes les générations sont concernées, hein, des tout-petits aux ados, aux adultes. Et aujourd'hui, on a encore un glissement sémantique supérieur, c'est-à-dire qu'on est passé de la vidéosurveillance à la vidéoprotection, et là maintenant on arrive dans la vidéobienveillance pour le maintien à domicile de nos aînés. Alors, toutes ces questions sont extrêmement riches d'un point de vue sociologique, mais ce que les artistes nous rappellent et nous donnent à voir, c'est que tant qu'il n'y a pas de réciprocité du regard, eh bien, nous sommes privés de notre statut de sujet et nous sommes réduits en fait à n'être que des objets. Donc, aujourd'hui, force est de constater qu'on ne peut plus enlever ce maillage coercitif. Nous sommes embarqués dans un monde qui est surveillé de manière de plus en plus riche. Et donc, faute de pouvoir enrayer la croissance exponentielle des systèmes sécuritaires qui nous observent de manière coercitive, eh bien, en tant qu'individus hypermodernes, nous devons malgré tout nous les approprier au quotidien. Alors, sans accepter la vidéosurveillance les yeux fermés, hein, sans jeu de mots, il s'agirait d'apprendre à vivre avec elle afin de l'apprivoiser pour mieux lui résister, ou en tout cas, ces approches artistiques de la vidéosurveillance nous permettent de dessiller le regard, de mieux voir. Et donc, on peut se dire qu'il faut circuler puisqu'il y a tout à voir. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Maintenant, c'est la partie de la salle. C'est vous qui allez interagir avec Sophie Limard. Donc, qu'est-ce que ces interventions d'artistes? Qu'est-ce que ce travail d'artiste sur les vidéosurveillances? Qu'est-ce que ça vous inspire? Quels sont les enjeux? Recréer de la réciprocité. Alors, il y a les artistes. Alors ici, il y a des opérateurs culturels. Comment eux voient cette évolution et comment leur place aussi en interaction avec les artistes sur cet enjeu de réciprocité. Là, j'oriente les choses, mais vous pouvez aussi poser toute question à la conférencière du jour sur les pratiques, sur les réflexions autour de ça. Qui commence la partie participative, inclusive? Les partenaires d'abord. Il n'y a pas de caméra de surveillance là pour. Ils sont surveillés et après je regarde. Oui, merci pour votre intervention. C'était vraiment très intéressant. Et je me suis demandé si dans votre enquête, vous vous étiez intéressé à tout ce qui est utilisation de la vidéo et de ce type d'image au cinéma ou de fiction et dans le cinéma documentaire. Alors oui, mais disons que le corpus était tellement vaste que pour le livre Surveiller et sourire, je me suis intéressée en priorité aux artistes qui interviennent sur les caméras dans la rue. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'il existe aujourd'hui des interventions extrêmement intéressantes de films qui sont tournés uniquement avec des caméras de surveillance. Et vous avez aussi j'ai vu récemment un court-métrage, donc là j'ai oublié le nom je ne l'ai pas tout de suite, mais c'est un court-métrage espagnol, je crois, qui fonctionne avec un scénario de deux surveillants de parking qui communiquent en fait chacun l'un avec l'autre puisqu'ils se croisent. Il y en a un qui vient surveiller et l'autre repart chez lui. Et en fait, ils interviennent en dansant. Donc c'est un court-métrage qui fait de la place aussi à la danse contemporaine. Chacun va danser à l'intérieur du parking et va dire à l'autre, regarde la caméra numéro tant que je te laisse là. Et donc ils vont finir par s'apprivoiser et créer des relations par caméra de surveillance interposée. Là encore, c'est une approche extrêmement poétique dans un lieu qui est pour le coup très anxiogène du parking souterrain avec les caméras. Donc il y a des expériences cinématographiques très riches qui sont aussi en train de se développer dans ce domaine. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses. J'avais aussi une autre remarque. J'ai l'impression que la vidéosurveillance telle qu'elle s'illustre comme ça, c'est quelque chose qui fait presque partie du passé et qu'aujourd'hui, la surveillance s'exerce plutôt sur des corps disloqués, c'est-à-dire par les traces qu'on laisse avec nos machines, nos données sur Internet ou oui. notre téléphone. Et c'est plutôt ça aujourd'hui qui
qui est, je veux dire, au centre de l'attention, plutôt que les bonnes vieilles caméras qui sont encore repérables et visibles d'une certaine façon. Ces principes de caméra qui sont liés aussi à la reconnaissance des passeports, à la reconnaissance biométrique, font que, de toute façon, ça va très très vite. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression déjà de quelque chose presque obsolète. Quand j'ai construit ce livre, il y a déjà 3 ans, hein, on est dans des, ce sont des interventions qui se développent à toute vitesse en essayant de suivre aussi le développement de la technologie. Mais c'est pour ça que j'ai cité la série Black Mirror tout à l'heure, puisque Black Mirror nous projette dans un futur proche lié aux nouvelles technologies. Et on sait par exemple aujourd'hui qu'en Chine, si vous vous comportez pas très très bien, vous ne pouvez plus prendre les transports en commun. Et tout ça, on a en fait une surveillance qui n'est plus que de la surveillance des corps, je suis absolument d'accord, mais je crois qu'il fallait en passer par là pour comprendre aussi jusqu'où fonctionne ou en tout cas les maillons qui vont s'ouvrir dans les nouvelles modalités de surveillance. Effectivement, on surveille les traces, on surveille les miettes, on surveille les passages, mais les oiseaux du collectif Front 404 nous montrent bien aussi cette capacité de la surveillance à vouloir récupérer les miettes, un peu comme les traces aussi qu'on laisse derrière soi. Donc, ce sont des démarches qui évoluent très rapidement parce que on a une avancée technologique qui est aussi très rapide. Absolument. Bonjour, merci pour votre intervention. Je me demandais si vous, dans votre travail, vous avez aussi étudié tout ce qui est attrait, on va dire pas à la surveillance centralisée, mais on va dire au côté permis aussi par une nouvelle technologie de surveillance des uns des autres. Enfin, surveillance, c'est peut-être pas le bon mot, mais le fait de pouvoir être beaucoup plus, de dévoiler beaucoup plus de soi et de voir beaucoup plus des autres à travers les réseaux sociaux, etc. Et notamment à des phénomènes comme ce qu'on appelle le social cooling, donc l'idée qu'on va adapter son comportement non pas parce qu'il y a quelqu'un qui peut-être nous regarde du haut d'une tour, mais parce que tous nos amis, tous nos contacts, etc. regardent ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, etc. Et donc ce côté de modifier son comportement inconsciemment par rapport au regard des autres et pas forcément au regard d'une autorité. Alors, moi, je ne suis pas sociologue, c'est-à-dire que dans ces schémas-là, ce sont plutôt les sociologues qui sont sur ce terrain d'observation. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'observer les démarches des artistes sur ces domaines. Et dans ce domaine-là, il y a encore, les démarches artistiques sont un peu plus en retrait, puisque ce sont des interactions liées aux réseaux sociaux. Par contre, il y a un projet qui s'appelle Webcam Vénus, qui est très intéressant, qui est passé par les réseaux sociaux, où ce sont 2 artistes qui ont demandé à des personnes qui se déshabillent devant les webcams pour quelque argent, en fait, de se déshabiller chez eux dans leur salon avec l'arrière-plan de la chambre, du lit défait, etc., mais en imitant les poses des modèles, des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art occidental. Et donc, il y avait ce télescopage qui se faisait entre ces images qui circulaient via les réseaux sociaux d'exhibitionnisme. Enfin, Serge Tisseron parle aussi d'extimité. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de se montrer pour exister. Et donc, on a un besoin, en fait, d'être toujours perçu dans le regard de l'autre. Et donc, dans ces démarches-là, on était à la fois dans les réseaux sociaux, dans cette espèce d'interaction du regard, mais aussi dans un lien avec l'art, et notamment avec l'histoire de l'art, où on retrouvait, par exemple, la Vénus de Botticelli, mimée par soit un travailleur du sexe ou une personne qui se déshabille en fait en ligne, mais avec l'arrière-plan de la chambre des fêtes, du lit des fêtes. Donc il y avait un télescopage entre les images du quotidien et le décalage de l'histoire de l'art qui véhicule beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais disons que moi, je me suis vraiment intéressée aux artistes qui interviennent dans l'espace urbain. Et donc ça, c'était un peu moins dans mes démarches. Mais il y en a. Il faudra qu'on place une séance sur l'extimité, d'ailleurs. Ah oui, c'est très intéressant. Ça devient très tendance aussi. Mais donc, ce qui est très intéressant pour nous, c'est globalement, par rapport à ce phénomène de surveillance, l'intervention des artistes qui essayent, qui prétendent, il faut voir s'ils réussissent ou pas,
à orienter, à rendre possible un autre regard, à créer un autre regard sur ces réalités. Est-ce qu'on devrait, nous, en tout cas travailleurs, pas du sexe, mais de la culture, c'est de voir comment, à partir de ça, on pourrait orienter ou favoriser, dans la médiation culturelle, d'autres regards sur les technologies, sur ces systèmes de surveillance. C'est pas si simple que ça. Il y avait Sylvain, tu voulais dire quelque chose? Non, non. Oui, après ton intervention, ça va tomber un peu à plat, mais c'est à mi-chemin entre les deux précédentes. Il y a donc ce qui a été présenté là, c'est un petit peu surveillance institutionnalisée à travers des caméras anonymes entre guillemets, ce qu'on voit aussi beaucoup maintenant diffusé en boucle sur Internet, c'est les caméras filmées par les personnes elles-mêmes. En l'occurrence, dans les voitures, maintenant, il y a des pays où quasiment toutes les voitures sont équipées de caméras intérieures et permettent de voir le comportement, etc. Est-ce que ça peut pas aussi rentrer... Enfin, vous parlez d'une évolution très très rapide des technologies. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas aussi un discours artistique qui pourrait prendre place? Alors, le discours artistique, il avance aussi en même temps. Donc, il faut le découvrir au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi le regard embarqué par les forces de police. On a un regard de surveillance qui est détaché de son socle, la caméra étant fixe dans la ville. Les artistes sont déjà positionnés par rapport à ça. Aujourd'hui, on a un regard embarqué. On le voit, Michael Wolff a travaillé sur les Google Cars, donc c'était aussi une manière de travailler là-dessus. Mais le livre que j'ai fait... et faisait partie d'un projet pilote québécois, canadien, à l'université de Montréal. Et ce qui était intéressant pour moi, qui travaille sur des sujets extrêmement liés à l'actualité et qui évoluent assez rapidement, c'est que le livre est donc publié en papier, mais il est aussi en version numérique augmentée avec des images, et on peut ajouter des choses. On peut ajouter des éléments. Donc, si vous repérez une démarche qui est extrêmement récente, mais qui correspond à ces problématiques de la surveillance en lien avec l'art, vous avez la possibilité de compléter mon livre, en me demandant quand même si je suis d'accord, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'on a... c'est un nouveau concept d'édition actualisable qui permet de suivre ce genre d'intervention artistique qui ne cesse de bouger et d'augmenter à tout instant. Donc ça, je trouve, c'est intéressant. Moi-même, je peux augmenter le livre, si je veux, mais d'autres personnes peuvent proposer des ajouts numériques à Surveiller et sourire, qui est un livre qui évolue au fur et à mesure. Et donc, ça peut correspondre à des démarches comme ça, extrêmement récentes. Mais la plupart des artistes ont quand même commencé à réagir par rapport aux caméras fixes. Là, il faudrait écrire un deuxième livre, peut-être, sur toutes ces nouvelles modalités d'intervention, mais il faut attendre que le corpus soit quand même un peu plus étoffé pour pouvoir prendre du recul dessus, l'analyser et en dégager une certaine typologie d'action. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Non ? Oui, juste une petite réflexion que je me faisais suite à votre exposé sur ces innombrables images qui sont prises et par principe regardées par personne, sauf si événement il y a ou il y a eu, événement qui peut être simplement le renvoi du regard, quelque chose qui attire l'attention. Et donc, est-ce que c'est pas une manière à l'encontre de cette idée de bienveillance ou de sécurisation? En fait, cette surveillance n'est là que pour prédire le passé. Et donc, et conserver la trace. On fait la critique suite aux attentats de rajouter plein de caméras. En fait, ça ne permet pas d'éviter l'attentat. Ça permet peut-être de faciliter après l'enquête et de trouver et de retrouver des traces. Mais donc, est-ce qu'il y a un quelconque aspect prédictif de ces caméras? Est-ce que c'est pas juste une manière de retrouver le passé? Toutes ces questions-là sont analysées par un sociologue qui s'appelle Laurent Mucchielli, qui s'interroge sur la justification des caméras. Est-ce que la caméra sert à quelque chose ou pas? Parce qu'il y a un enjeu financier phénoménal aussi par rapport à ça. Moi, c'était pas forcément mon propos, puisque moi, je me suis intéressée aux relations des artistes à la caméra. Par contre, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a une réminiscence de ce qu'on appelle les vanités dans la peinture et dans
dans l'histoire de l'art. Une vanité, c'est un tableau qui nous rappelle notre condition d'humain dans le à quoi bon vouloir connaître tout ce qui est publié dans le monde, à quoi bon vouloir par exemple résister au temps en sachant que nous on va rester sur Terre que 90 années ou plus si tout va bien. Et donc la vanité, c'est ce qui nous permet de réagir face au temps qui passe. Et donc, j'ai l'impression que ces démarches artistiques nous rappellent que la vidéosurveillance est elle-même assujettie à la vanité, puisque moi-même, dans la rue où j'habite à Pau, il y a une caméra de surveillance qui a été installée sans qu'on me demande mon avis, juste en face de chez moi. Il y a eu un problème une fois, du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Donc, je suis allée demander aux policiers si on pouvait repérer les personnes qui étaient venues et qui avaient dégradé des choses. Ils m'ont dit, ouh là là, mais non, c'est déjà effacé, parce que c'était 10 jours après, et donc c'était aussitôt effacé. Donc on a une idée que tout passe dans un espèce de puits sans fond, et ces démarches artistiques nous rappellent aussi la vacuité de la caméra de surveillance, qui ne peut pas bien sûr prédire, mais qui n'enregistre pas tant que ça, puisqu'en fait le flot d'images va disparaître au même temps, enfin au fur et à mesure qu'il est enregistré. Mais cette notion de vanité, elle est très présente aussi dans l'histoire de l'art occidental. Merci. C'est une petite remarque. En fait, ça me fait penser tout d'un coup à l'usage qu'on fait quand on étudiait la balistique. Parce que bon, le regard, comme il est unidirectionnel, il y a toute une dimension qui existe aussi dans la balistique. Ça me faisait penser quand le film JFK, ou je pense quelque chose comme ça, où on essayait de voir d'où venait le tir, où était le tueur, et puis ensuite travailler sur le thème. Or, les caméras de surveillance, en fait, sont aussi très utilisées dans le monde militaire, et notamment pour voir quand il y a des attentes. Enfin, parce que je pense à ça, je dis tout haut comme ça, mais ça me frappe parce que ce n'est quand même pas si rigolo tout le temps, ni si anodin, parce que c'est aussi comme ça qu'on sait voir où était. J'ai écouté une intervention sur les F-16, sur les meurtres commis par les avions de combat en Syrie, et c'est intéressant aussi les recherches qu'ils font en lien avec l'architecture, les tirs et tout ça. Donc voilà. Et je pensais aussi, après j'arrête, mais il y a tout plein de trucs, en fait. C'est vraiment intéressant votre exposé, parce que on a aussi, par exemple, les gens qui utilisent les caméras de surveillance comme projecteurs pour attirer sur un message, par exemple, Stop CETA. Donc c'est un autre usage aussi. Et je pensais aussi à un artiste, je pense que c'est Rose, qui, lui, c'est un peintre. Je ne sais pas si vous voyez, je pense qu'il est américain. Et en fait, il peint le monde de la surveillance, en fait. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est un monde avec les drones, et comment les gens vivent dans ce monde avec toutes les enseignes publicitaires en même temps. Donc c'est assez intéressant aussi pour le brainstorming. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'est intéressant. Et, Vous voulez réagir ou... on va prendre les deux. Oui, c'est juste par rapport à votre travail, donc vous dites que vous travaillez sur l'art en milieu urbain. Donc ici, moi, je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo. Je travaille beaucoup avec ça. Et du coup, c'est pas de l'art urbain, mais c'est plus ou moins de l'art aussi. Et il y a un studio qui a sorti un jeu en 2016 qui s'appelle justement Orwell, et qui met le joueur dans la peau de quelqu'un qui observe des caméras de sécurité. Et donc, c'est un climat un petit peu anxiogène avec post-attentat, etc. Et le rôle du joueur, c'est de recouper tout un tas d'images et d'informations pour voir ce qui est pertinent à envoyer à sa hiérarchie. Et donc, finalement, ça joue beaucoup sur l'ambiguïté, un petit peu le malaise d'un accès à tout un tas d'informations très très intimes, et où on doit essayer de voir qu'est-ce qui est intéressant, pertinent. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet justement là de retourner le regard et de se mettre dans le regard fictif, évidemment, de quelqu'un qui est derrière ces caméras et qui doit en faire usage.
Sur les jeux vidéo, il y a les travaux de Yann Leroux qui sont très intéressants. Il a écrit Les jeux vidéo, ça rend pas idiot. Enfin, vous devez connaître peut-être ce livre-là. Mais c'est pour ça qu'au début de la conférence, j'ai quand même insisté sur la construction et les enjeux du regard. Parce que ce qui est quand même important, c'est de s'apercevoir que la perception du regard, ou en tout cas la réciprocité du regard, est chevillée à l'affirmation identitaire. Et le problème de la vidéosurveillance, s'il y en a un qui peut être en tout cas vu de manière globale, c'est qu'on n'a pas de construction identitaire possible tant qu'on ne sait pas si on est vu et si on ne peut pas échanger avec la personne en face. Et donc, toutes ces questions sont extrêmement importantes, puisque même les personnes plus âgées qui seront la vidéo bienveillance, par exemple, par rapport à ça, il n'y a pas d'échange identitaire non plus et de construction identitaire possible. Et la question, c'est que si on garde les personnes uniquement dans le champ d'une caméra sans leur offrir de réciprocité de regard, on ne va jamais les considérer en tant que sujet. Donc en fait, c'est un problème qui dépasse complètement les frontières de la juste physique de la caméra de surveillance. Il faut, à mon avis, aborder la caméra de surveillance sous l'ordre de l'interaction possible. Et dans les jeux vidéo, toutes ces questions-là sont aussi très intéressantes, puisque dans un jeu vidéo, on a un changement de point de vue en permanence. Et donc, ces interactions ou ces changements de regard, à mon avis, c'est le nœud fondamental que les artistes essaient de dénouer en permanence pour essayer de savoir comment on peut avancer dans une société où on va de plus en plus être considéré comme des objets et non pas comme des sujets, par rapport au fait qu'on se retrouve complètement dans le champ des caméras sans devenir maître de notre regard. C'est quand même un enjeu énorme dans le XXe siècle qui est déjà entamé. Et c'est vrai que les jeux vidéo posent aussi la question du point de vue de manière très pertinente. Merci pour votre exposé, c'est vraiment riche et inspirant. J'ai tellement de questions en même temps, il y a tellement de peu de temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement comment les regards se croisent et comment des regards qui observent des objets, ces regards sont observés par des regards sensibles et créatifs qui reformulent finalement un phénomène qui est globalisé et qui est oppressant, qui d'une certaine manière empêche une créativité. Donc moi ma question c'est, est-ce que vous voyez une façon d'inverser ce processus? Et je trouve que la démarche que vous faites en montrant le regard des artistes qui recréent justement à travers l'humour un regard sur cette société qui est hyper contrôlée est fascinante. Donc, est-ce que vous voyez comment ça pourrait basculer vers plus de créativité? En fait, moi, comme je m'intéresse aux démarches artistiques et pas, comment dire, en tant que je suis chercheur en esthétique et théorie de l'art. Donc, en fait, comme je ne suis pas sociologue, j'ai considéré que les démarches artistiques étaient mon terrain d'expérimentation. Mais malgré ça, j'interroge aussi, par exemple, mes étudiants qui ont une vingtaine d'années ou plus, en leur disant: mais est-ce que ça vous dérange d'être filmé dans la rue? La plupart me disent non. Alors je me dis bon, la démarche artistique est quand même importante parce qu'elle permet de lutter contre cette banalisation du fait d'être vu. C'est pas la banalisation du regard, c'est la banalisation du fait d'être vu. Et je me dis peut-être que c'est une génération qui a été échographiée et qui a déjà été observée avant même d'ouvrir les yeux sur le monde. Donc tout ça, c'est Gérard Wachman qui le dit dans son livre sur l'œil absolu. Donc moi, je ne cherche pas forcément à modifier les choses et j'aurais aucune prétention à ça. Par contre, je me dis que en partageant des démarches artistiques, j'essaye de lancer des questions. C'est-à-dire qu'à travers la découverte de ces démarches artistiques,
tant mieux si vous dites que vous ressortez avec plein de questions. C'était le but de la conférence. C'est-à-dire que ces artistes-là, moi, je vous ai donné une possibilité d'interpréter leur travail, mais c'est d'une richesse absolue parce qu'en fait, il y a toujours des tensions qui se créent entre les relations entre le voir et le pouvoir. Et tant qu'il y aura des artistes qui vont travailler là-dessus, c'est la preuve que cette relation, enfin en tout cas cette appropriation du regard numérique, c'est un enjeu majeur de la société dans laquelle nous vivons. Les artistes contemporains s'intéressent à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup d'artistes. Moi, quand j'ai commencé mon livre, j'avais 2-3 démarches comme ça qui m'intéressaient. Mais plus, je me suis dit, ah, mais il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Et je me suis retrouvée avec un corpus qui était quand même très riche. Et ça m'a interpellée et presque rassurée en me disant, bon, ben voilà, les artistes contemporains sont là-dessus. Et c'est tant mieux parce qu'il faut qu'on se pose les questions maintenant. Je cherche même pas à avoir un discours pour ou contre la caméra de surveillance. C'est pas ça l'enjeu de ma conférence. C'est de montrer que ces questions-là sont des questions fondamentales dans la société dans laquelle nous vivons, dans laquelle nos enfants grandissent, nos petits-enfants vont arriver. Et il faut se poser ces questions-là aujourd'hui, il me semble. Et les artistes nous aident. C'est simplement ça. Voilà, nous allons conclure ici. Je vous rappelle, la prochaine séance, c'est le 15 mai. Et nous accueillons des représentants et représentantes de Recette, qui est un hackerspace féministe parisien, donc dans l'idée aussi de montrer les relations entre le numérique et le féminisme. Je rappelle que le livre de Sophie Limard est en vente à la sortie, et je vous remercie tous et toutes pour votre attention et votre participation. Très bien. Merci à vous.